Radio Culture. Aujourd'hui, dans notre émission 3 siècles plus tard, nous confrontons un grand homme des Lumières à un personnage contemporain. La semaine passée, c'était Voltaire confronté à Léon Peltier. Aujourd'hui, nous nous tournons vers un autre homme, aux idées contraires, avec notre invitée, Jeanne Parot. C'est une sublime composition que vous avez écrite là, Jean-Jacques Rousseau. Donc, tout comme la botanique et la littérature, il paraît que la musique a été une grande composante dans votre vie. En effet, c'est une occupation pour laquelle j'ai eu toujours un goût décidé. Parmi ces centres d'intérêt, vous nous parlez de votre plaisir à vous retrouver seul, notamment dans vos rêveries. En d'autres termes, votre leitmotiv serait de trouver son épanouissement en retrait de la société. Jeanne Parot, dans votre roman autobiographique Engagée, récit d'une voyageuse philanthrope, vous nous dites avoir repris goût à la vie après votre voyage humanitaire. Tout à fait. Je pense que le fait de m'être engagée et d'avoir donné de moi sur le terrain, ça a été comme une révélation. Avant ce voyage, on peut dire que je trouvais pas ma place dans la société et je m'intéressais peu à ce qui m'entourait, et on peut dire aussi que je ne m'investissais que très peu. Je dirais même que j'étais presque passive dans mes relations, que ce soit avec ma famille ou mes amis même. Et là où mon voyage il a été comme une sorte de révélation, c'est vraiment lorsque j'ai appris que c'était vraiment mes relations sociales qui me faisaient vivre. Et ce que je raconte dans Engagée, c'est ce parcours qui m'a fait prendre conscience de l'importance de l'investissement pour les autres, mais aussi pour moi. Ah, c'est drôle. Rousseau, vous avez une révélation inverse dans vos rêveries. Vous, j'ai l'impression que ce serait pas trop votre truc d'aller faire un voyage humanitaire. Écoutez, ma retraite était nécessaire. L'ouvrage que j'entreprenais ne pouvait s'exécuter que dans une retraite absolue. Et il demandait de longues et paisibles méditations que le tumulte de la société ne souffre pas. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on dit que vous avez écrit votre dernier ouvrage en total retrait de la société. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce processus d'écriture solitaire à l'abri des hommes ? Les hommes auraient beau revenir à moi, ils ne me retrouveraient plus. Avec le dédain qu'ils m'ont inspiré, leur commerce me serait insipide et même à charge. Et je suis 100 fois plus heureux dans ma solitude que je ne pourrais l'être avec eux. Alors, juste pour rappel, pour ceux qui ne vous connaissent que de nom ou que très peu, Jean-Jacques, vous avez souhaité vivre de manière très solitaire, considérant, après la publication de vos premiers discours, que vous étiez sujet à une cabale de la part des autres philosophes. En y réfléchissant, vous avez considéré que la société n'est pas un état propice au bonheur de l'homme. En effet, ces heures de solitude et de méditation étaient les seules de la journée où j'étais pleinement moi et à moi, sans diversion, sans obstacle, et où je puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu. Mais c'est drôle parce que même moi qui ai un vécu différent du vôtre, je me retrouve quand même dans ce que vous décrivez, Jean-Jacques. Alors, peut-être pas lorsque vous parlez de dédain des hommes ou de vous qui leur avez tourné le dos une bonne fois pour toutes, certes, mais je crois que je me retrouve quand même quand vous parlez de méditation surtout, de temps pour soi, pour être pleinement soi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je pratique beaucoup et qui me fait un bien énorme en fait. Ça me permet de faire une pause dans mes activités et ça me permet de me ressourcer. Je dois avouer que ça prend beaucoup d'énergie d'être toujours en société, d'être toujours entouré tous les jours, et c'est presque essentiel de se ressourcer pour mieux donner du sien. Et j'irai pas jusqu'à dire que je trouve mon bonheur dans la solitude, mais je pense que en fait je l'utilise quand même à ma manière, plus comme un outil pour m'investir dans mes projets, dans mes relations et tout ce qu'il y a, toutes mes activités sportives et comme culturelles. Pour ma part, j'appris, durant mes méditations, que la source du vrai bonheur est en nous, et qu'il ne dépend pas des hommes de rendre vraiment misérable celui qui sait vouloir être heureux. Seul, pour le reste de ma vie, puisque je ne trouve qu'en moi la consolation,
l'espérance et la paix. Je ne dois ni ne veux plus m'occuper que de moi. J'aimerais bien rebondir là-dessus, mais est-ce que je peux? Oui, oui, faites seulement. Ouais, en fait, je conçois qu'on puisse trouver la paix en se repliant sur soi, mais je suis pas très d'accord avec votre définition du bonheur, Jean-Jacques. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a cette étude d'Harvard qui est super intéressante, c'est sur l'épanouissement humain. Je crois que j'en ai entendu parler, excusez-moi. Ah ouais. C'est cette étude sur le bonheur, c'est ça? Ouais, C'est oui, bien sûr. Ouais, c'est ceci, en l'étude fait. ils avaient étudié, je crois, une centaine de sujets pendant plusieurs années. Ouais, en fait, c'était 200 sujets même, de Boston pendant 75 ans. Et puis, en fait, l'étude, elle s'intéressait à leur rapport au bonheur. Et la conclusion de cette étude, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est que ceux qui se sentaient le plus heureux, c'était ceux qui avaient réussi à maintenir des liens sociaux, voire à en créer. Et du coup, leur conclusion finale, c'était vraiment cette phrase: la solitude tue et la qualité de nos connexions sociales, c'est la clé du bonheur. Et par rapport à ça, je pense que une bonne partie de notre développement, une grande partie de notre développement, elle se fait au contact des autres, surtout. Et je trouve qu'on a même ce besoin du contact social pour nous construire et évoluer, en fait. Et j'irais même jusqu'à dire que on a besoin de se sentir relié aux autres, à se sentir à sa place au sein du lien social ou d'une communauté. Pour moi, il est clair que la plupart des hommes agités de passion continuelle connaissent peu le bienfait de cet état de solitude et, ne l'ayant goûté qu'imparfaitement durant peu d'instants, n'en conservent qu'une idée obscure et confuse qui ne leur en fait pas sentir le charme. Il ne serait pas même bon, dans la présente constitution des choses, qu'avides de ces douces extases, ils s'y dégoûtassent de la vie active, dont leurs besoins toujours renaissants leur prescrivent le devoir. À vous entendre, Jean-Jacques, je fais apparemment partie de cette catégorie d'hommes agités de passion continuelle. En effet, si on vous comprend bien, Jean-Jacques, vous nous dites que si ces hommes que vous qualifiez d'agités de passion continuelle goûtaient parfaitement au plaisir de la solitude, ils seraient dégoûtés de la vie active, c'est ça? Bon, à part ça, je dois dire que je vous trouve un peu sévère sur cette conception de la vie active comme si c'était en fait un devoir, comme si c'était presque négatif, enfin péjoratif. Et ouais, j'ai l'impression d'avoir parfaitement goûté à la solitude, comme vous, mais c'est pas pour autant que je suis dégoûtée de la vie active. Je dirais plutôt que c'est un besoin qui est plutôt positif, avec ses conséquences qui sont bienfaisantes pour nous. Oui, mes idées passées étaient presque semblables aux vôtres. Mais avec du recul, jamais je n'étais parfaitement content ni d'autrui ni de moi-même. Le tumulte du monde m'étourdissait. La solitude m'ennuyait. J'avais sans cesse besoin de changer de place et je n'étais bien nulle part. Oui, je comprends ça, mais pour moi, c'est pas dans ce sens-là, en fait. Enfin, je ressens comme un besoin de m'engager et je suis consciente que, je m'autosuffis pas. Enfin, si tout le monde pensait comme vous, on n'irait nulle part, en fait. J'ai l'impression... je trouve qu'il est nécessaire qu'on ait du contact avec les autres, qu'on s'entraide et pas qu'on se replie sur soi-même dans notre solitude et dans notre égoïsme. Au contraire, il faudrait aller vers les autres, créer des liens et s'investir pour les autres. Suis-je donc seul sage, seul éclairé parmi les mortels ? On peut comprendre que vous vous sentiez seul, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas que ce type d'extraversion convienne à tout le monde. Je pense notamment à un exemple contemporain bien connu, donc c'est celui de Mike Horn. Donc lui, c'est quand même quelqu'un qui a quitté sa famille, qui a voulu un nouveau départ, et puis qui s'est adonné à ses explorations. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ressemble un peu à votre expérience, Jane. Mais lui, par contre, ces explorations, il les a fait pour lui, il les a fait seul. Et c'est comme ça qu'il a trouvé sa
sa raison de vivre, enfin son bonheur, quoi. C'est pas au contact des autres, comme vous, mais c'est dans la nature et puis dans le fait de découvrir de nouvelles choses. Oui, c'est une conception des choses, mais je pourrais pas le faire. Enfin, je pourrais pas faire comme lui. Enfin, mes voyages, je les fais pour me retrouver en compagnie d'autres personnes et justement pour créer des liens, mais pas dans une perspective purement solitaire comme Mike Horn ou vous, Jean-Jacques. Et donc, ouais, je suis désolée, mais cette démarche de se retrouver pour soi-même et seulement pour ça, je trouve ça presque égoïste. J'avais envie de revenir sur ce que vous disiez. L'amour de soi, qui ne regarde qu'à nous, est content quand nos vrais besoins sont satisfaits. Mais l'amour-propre, qui se compare, n'est jamais content et ne saurait l'être. Parce que ce sentiment, en nous préférant aux autres, exige aussi que les autres nous préfèrent aux autres. Exige aussi que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. Voilà comment les passions douces et affectueuses naissent de l'amour de soi, et comment les passions haineuses et irascibles naissent de l'amour-propre. Alors, excusez-moi, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Donc, Jane parlait d'égoïsme. Jean-Jacques, vous parlez d'un amour qui ne regarde qu'à nous. Donc, je crois que vous l'aviez défini par amour de soi. Hein. Mais est-ce que ça veut dire que vous qualifiez cet amour de soi comme de l'égoïsme ? Absolument pas. On peut l'apparenter au refus de voir souffrir un être semblable à soi. Cet amour est toujours bon et conforme à l'ordre, chacun étant chargé spécialement de sa propre conservation. Le premier et le plus important de ses soins est et doit être d'y veiller sans cesse. Merci pour cet éclaircissement, Jean-Jacques. Donc voilà, notre émission touche à sa fin. Dans 3 siècles plus tard, on aime bien poser une question traditionnelle à nos invités. Donc la voici. Quel est pour vous le rôle de l'écriture ? Ah ouais, ça c'est une question intéressante. Moi je dirais que c'est d'abord transmettre une expérience personnelle. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Engagé, mon but principal c'était d'abord de partager mon vécu pour encourager mes lecteurs à se tourner vers les autres, à s'engager dans leur communauté, leurs activités et leurs diverses relations. Et en vrai, ma vie, elle a tellement changé depuis mon voyage, c'est juste incroyable. Je voulais donner aussi envie à d'autres personnes de vivre ce changement. Et l'écriture, elle a aussi été pour moi une sorte d'exercice qui m'a permis de fixer, ou plutôt d'ancrer mon expérience sur le papier, d'avoir comme une sorte de tracé. Et le fait d'écrire ça et de me relire aussi après coup, ça m'a permis d'appréhender, on va dire, autrement, ou alors de comprendre autrement mon expérience. Quant à moi, j'ai fait la même entreprise que Montaigne, mais avec un but tout contraire au sien, car il n'écrivait ses essais que pour les autres, et je n'écris mes rêveries que pour moi. En dépit des hommes, je saurais goûter encore le charme de la société, et je vivrais décrépit avec un moi dans un autre âge, comme je vivrais avec un moins vieux ami. Mais j'ai l'impression que Jean-Jacques, au final, que votre geste, il n'est pas totalement différent du mien. C'est-à-dire que vous dites que vous écrivez vos rêveries pour vous-même, mais au final, vous les avez quand même publiées. Elles nous sont parvenues jusqu'ici et jusqu'à maintenant, jusqu'à notre époque, à votre lectorat. Et du coup, je trouve pas ça très authentique. Et donc finalement, il y aurait quand même... vous vous représentez, vous vous mettez quand même en scène. Vous faites quoi, Jean-Jacques ? Vous partez ? Excusez-moi, qu'est-ce que vous disiez ? Non, merci, c'est tout bon, j'avais terminé. Alors, on me dit que Rousseau est retourné au 18e. Donc, je vais pas pouvoir répondre à sa place, évidemment. Mais je pense que ça vaut quand même la peine que je vous donne un retour sur ce que vous avez dit. Parce que voilà, ce que vous relevez est intéressant. Donc, ce que je pense, c'est que cette représentation de soi dont vous parliez, je ne sais pas si elle est réellement volontaire ou non chez Rousseau. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans votre cas et comme dans son cas,
ça vous permet de servir d'exemple à vos lecteurs. Donc c'est exactement ce dont vous parliez plus tôt, et je trouve ça super intéressant. Donc vous parliez du fait que vous servez d'exemple à des personnes qui aspirent à la même vie que la vôtre, et de son côté, Rousseau, il inspire des personnes qui aspirent à son type de vie. Donc ce qui est intéressant, je trouve, par-dessus tout, c'est que Rousseau, même encore aujourd'hui, puisse encore inspirer des personnes. Même si il ne fait plus partie de ce siècle. Donc en tout cas, merci Jane pour votre venue. Tout le plaisir est pour moi. S'il avait été encore là, j'aurais bien remercié Rousseau. Mais bon, je vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté notre émission. La semaine prochaine, nous retrouverons Emmanuel Kant et Quentin Mantis sur le sujet de l'autorité politique. Et d'ici là, portez-vous bien. Radio Culture.